Bonjour, Pierre-André Giguère, enseignant en électricité au CIMIC. Je suis ici aujourd'hui dans le cadre de Sciences en Action. On m'a contacté pour vous parler de deux sujets qui, semble-t-il, demeurent un petit peu flous comme concept dans vos cours de sciences. C'est la loi d'Ohm et la loi de la puissance. Fait que dans la petite période de temps qu'on a ensemble, j'aurai quand même le temps de vous donner des applications puis vous montrer à quel point ces deux lois sont importantes dans toutes les sphères d'activité qui vous entourent. À partir du moment qu'il y a de l'électricité, c'est important. Puis l'électricité, ça peut être dans une maison, oui. Ces deux lois-là ont des implications très, très importantes dans le design d'une maison pour des raisons de sécurité, d'efficacité puis d'énergie, pour sauver de l'énergie le plus possible, pour sauver une facture d'électricité. Mais ça peut être également, je ne sais pas, dans la conception d'un processeur d'ordinateur. À partir du moment qu'il y a un courant électrique, les lois d'Ohm, la loi de puissance, leur maîtrise sont essentielles. Fait qu'on va traverser genre plusieurs montages, justement, qu'on va regarder ensemble, qui vont vous montrer justement des petits principes de base qui permettent d'avoir une bonne idée de quoi que ça sert, ces deux lois-là. Tout d'abord, on va regarder, voir ces trois dessins-là. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des stations de péage qu'on aurait sur une autoroute. Alors, vous avez les véhicules. Ici, si on regarde, les véhicules, il y a comme un étranglement. Les véhicules doivent se présenter un à un dans le poste de péage. Et après ça, bien, ils peuvent continuer leur route. Ici, on a une situation similaire, mais on a trois postes de péage qui, eux, sont en série. On vous a parlé de circuits série et circuits parallèles dans vos cours de sciences. Ah bien, ça devient très important de les maîtriser avant même de pouvoir maîtriser les lois d'Ohm et les lois de puissance. Alors ici, on a trois postes de péage qui sont en série. Et ici, certains pourront déjà deviner que le design est meilleur, les postes de péage ont été mis en parallèle. Maintenant, les liens qu'il y a à faire avec la loi d'Ohm ici, c'est, on pourrait dire que les postes de péage offrent une résistance au passage des véhicules. De même qu'on pourrait dire que le courant, c'est la fluidité du trafic. Combien de véhicules vont passer par minute ici? C'est une analogie qu'on peut faire avec le courant électrique. Donc, ce qu'on parle de résistance, les ohms en électricité, bien ici, dans mon petit schéma, c'est le nombre de postes de péage. Alors que le courant, c'est la fluidité du trafic. Un courant électrique, c'est un déplacement d'électrons. Bien là, ici, ça sera un déplacement de véhicules. On va regarder, voir, c'est quoi les impacts des différences des trois designs ici. Si j'ai un seul poste de péage, bien, le trafic va être ralenti, le courant va diminuer dans une certaine mesure. Si j'ajoute des postes de péage en série, j'offre une plus grande restriction au trafic qui désire passer. Ce qui veut dire que je vais avoir moins de véhicules par minute qui vont passer. J'abaisse le courant. Il faut se souvenir que le courant, c'est quoi dans un circuit électrique? C'est le déplacement des électrons et, dans le petit schéma que j'ai ici, c'est le déplacement des véhicules. Si j'ajoute des résistances en série, si j'ajoute des postes de péage en série, le trafic va ralentir, le courant va diminuer. Alors que ici, si j'ajoute le même nombre de postes de péage, ici j'en avais 3, si au lieu de les mettre en série, je les mets en parallèle, ah bien là, le circuit va devenir beaucoup plus fluide. Il y a moins de résistance au passage du trafic. Vous devinerez qu'il va passer plus de véhicules par minute de façon beaucoup plus simple. Morale de l'histoire, si on met des résistances en série, on affecte beaucoup le passage du courant. Le courant va diminuer le trafic. La quantité de véhicules qui passent va diminuer à mesure qu'on rajoute des postes de péage en série. Alors que si on les ajoute en parallèle, c'est le contraire qui va arriver. Si j'en rajoutais un quatrième poste de péage en parallèle, j'augmenterais le trafic total qui passe, j'augmenterais mon courant. À la base, il faut comprendre ces principes-là, la différence entre les circuits en série et en parallèle. Maintenant, on va remplacer nos véhicules par des ampoules et par du véritable courant électrique. Alors ici, nous avons deux circuits électriques qui, a priori, ça semble bien différent des véhicules, mais les analogies sont assez flagrantes. Regardons ici, j'ai deux ampoules qui sont branchées en parallèle. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec mon courant?
le courant, quand il arrive, il y a deux choix. Est-ce que je vais entrer dans l'ampoule ici ou est-ce que je vais poursuivre mon chemin et entrer dans la deuxième ampoule? Le courant électrique aura deux choix. Au même titre qu'ici, mes véhicules, vous vous souviendrez en parallèle, les véhicules avaient des choix pour pouvoir traverser les postes de péage. Ça facilitait le passage du courant. En fait, le passage des véhicules. Et ici, ça va faciliter le passage du courant. Donc ici, les électrons peuvent prendre deux chemins. Tantôt, c'était des véhicules, là, c'est des électrons. Mes électrons peuvent traverser comme ceci, ou le même électron aurait pu prendre le chemin suivant. Il y a comme une intersection ici. Non, moi, je vais continuer ici et traverser la deuxième ampoule au lieu de traverser la première et revenir à la maison, parce qu'un électron qui sort d'une source de tension doit revenir. L'autre partie du montage, ici, les ampoules sont placées en série. Si on regarde un électron, est-ce qu'un électron aura un choix à faire? Dans mon circuit parallèle, le précédent, l'électron pouvait faire un choix ici, il n'y aura pas de choix à faire. Alors, l'électron s'en vient ici, traverse la première ampoule, sort de la première ampoule, entre dans la deuxième ampoule, sort de cette ampoule et revient à la maison. C'est comme les postes de péage qui sont mis en série. Donc, si des postes de péage qu'on met en série ralentissent le trafic, on peut s'attendre que le passage du courant va être diminué dans cette situation-ci par rapport à celle-ci où il était en parallèle. On va vérifier. Je vais brancher le circuit en parallèle. Selon vous, le branchement en série, les ampoules vont se comporter différemment? Est-ce qu'elles vont allumer plus, moins, autant? Elles allument moins. Qu'est-ce qui fait allumer les ampoules? Quelque part, il y a une notion de puissance dont on parlera tout à l'heure, mais c'est l'intensité du courant. Alors, si je diminue le courant en mettant mes ampoules en série, bien, moins de courant, moins d'intensité lumineuse. C'est exactement les mêmes ampoules, c'est des ampoules de 40 watts. Ici, on a deux ampoules placées en parallèle qui allument comme elles doivent allumer. Dans une maison, tout est branché en parallèle, comme dans ce circuit-ci. Le circuit en série qu'on a ici, vous ne trouverez pas ça dans les maisons. Et puis, les circuits série ne sont pas vraiment utilisés beaucoup. Mais pour comprendre la loi d'Ohm, on doit comprendre la différence entre les circuits série et parallèles. On peut même aller le mesurer, le courant qui circule. Et puis, je vous rappelle que moins le circuit résiste au passage du courant, plus le courant va être élevé et vice-versa. J'ai une pince ampermétrique ici, un instrument qui permet de mesurer le courant sans aller couper le fil pour aller le mesurer. Si je regarde le courant de ma première ampoule, je suis en train de le mesurer, j'ai 0,27 ampères. Tout à l'heure, on regardera le calcul de ce courant-là, justement, avec la loi d'Ohm et les lois de la puissance. L'autre ampoule qui est branchée en parallèle a également le 0,27 ampères. En fait, j'ai 0,26. Si ces ampoules-là sont placées en série, qu'est-ce qui se passe avec mon courant? Le courant qui entre dans cette ampoule-ci est de, on va le laisser se stabiliser, 0,18 ampères. J'ai moins de courant qu'ici, donc moins d'intensité lumineuse. Puis le courant à la sortie du globe, selon vous, est de combien? C'est le même 0,18 ampères. Il ne peut pas avoir deux courants différents ici. Le courant qui entre doit être égal au courant qui sort. Je m'en viens ici, je remonte. Quel est le courant? Le courant est toujours de 0,18 ampères. J'ai un circuit série. Si on est rendu à parler de loi d'Ohm dans votre programme, vous allez peut-être parler justement de circuits série et circuits parallèles. Eh bien, les circuits série ont tous le même courant. Je m'en viens ici, je m'en viens à la sortie de la dernière ampoule. J'ai toujours le même 0,18. Si je reviens à mon circuit en parallèle, moi j'ai l'ampoule ici qui semble tirer un courant de 0,27 ampères. Elle tire 0,27 ampères. Celle-ci aussi. Maintenant, le courant total du circuit, selon vous, est-il de 0,27? Non! Le courant total, ce qui est fourni par Hydro-Québec, il y a un 0,27 qui est nécessaire, qui va circuler dans la première boucle ici. Un autre 0,27 qui va circuler dans l'autre ampoule, eh bien, 0,27 fois 2,
je vais avoir un courant approximatif de 0,54 ampères. Dans un circuit parallèle, le courant total, c'est la somme des courants de chacune des branches de notre circuit. Ça, c'est une branche, ça, c'est une deuxième branche. Alors que dans un circuit série, installez-vous là où vous voulez dans le circuit, vous aurez toujours le même courant. Et le courant sera plus faible ici. Pourquoi? Parce que mes résistances s'additionnent quand je les mets en série, alors que quand on est branché en parallèle, les phénomènes sont complètement différents. Je rajouterai une ampoule de plus. Les ampoules allumeraient toujours de la même façon. Mon courant total augmenterait parce que ma résistance totale diminuerait. Il y aurait plus de passages pour mes électrons. Comme ici, quand il y a 3 postes de péage, il y a plus de passages pour les véhicules, ce qui augmente la quantité de véhicules qui passent par minute, l'équivalent du courant. On va passer à une autre image. Voici une petite image fréquemment utilisée pour schématiser la loi d'Ohm en électricité. On reconnaîtra les lettres utilisées dans vos cours de sciences pour représenter le voltage, U. Représenter la résistance, qui est en ohms, R. Représenter le courant, I, courant qu'on mesure en ampères. Vous savez que l'équation de base est U est égal à RI, qui revient à dire que le voltage est égal à la résistance multipliée par le courant. Les volts sont égaux aux ohms multipliés par les ampères. On peut isoler une variable, advenant le cas que l'inconnu soit le courant. Bien, on peut traverser notre résistance de l'autre côté et obtenir l'équation suivante. Si c'est le courant qu'on cherche, on peut dire que le courant est égal à U divisé par R. Même chose, si la résistance est notre valeur inconnue, eh bien, on n'a qu'à faire le voltage divisé par le courant. Ce qu'on aime du petit triangle ici, c'est que ça sert de pense-bête. Regardez, si je recherche la valeur de la résistance, je n'ai qu'à mettre ma main sur la valeur recherchée, la résistance. Elle est égale à U divisé par I. Si je recherche le courant est égal à U divisé par R. Si je cherche le voltage, qui est U est égal à la résistance fois le courant. Petit passe-bête pour ceux qui ont de la difficulté parfois à isoler une variable. Bon, c'est bien beau cette formule-là. Mais pour moi, la vraie image, la meilleure image pour expliquer comment fonctionne la loi d'Ohm, c'est la suivante. Alors, on va appeler ça mes 3 bonhommes. J'ai mon bonhomme volt, qui est le voltage, la tension, qui est U. Ça, c'est U. J'ai les ampères, le bonhomme ampère, qui est I, et mon bonhomme ohm, qui est la résistance. Je vais quand même effacer ces lettres-là et garder l'essentiel. Voici comment fonctionne un circuit électrique. C'est quoi qui explique les retombées de la loi d'Ohm. Le voltage, son travail, c'est quoi? C'est d'effectuer une poussée sur les électrons. Et s'il pousse assez fort, le bonhomme volt va réussir à pousser le bonhomme ampère pour qu'il se mette à se déplacer dans ma canalisation, qui est un fil électrique. Et puis s'il se déplace, le bonhomme ampère, s'il réussit à avancer, c'est qu'il y a un courant électrique. Vous comprendrez que si le bonhomme volt pousse plus fort, le bonhomme ampère va avancer plus vite. Donc, si on augmente le voltage, on va augmenter le courant. Même chose si on diminue. Si le bonhomme volt décide de travailler moins fort et puis qu'il pousse moins mon bonhomme ampère, bien la conséquence, c'est que le voltage qui diminue va diminuer le déplacement des électrons et diminuer les ampères. On a un empêcheur de tourner en rond ici, M. Ohm. M. Ohm, c'est la résistance. M. Ohm, lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait ici avec sa corde? C'est qu'il peut venir jouer avec la restriction au passage de M. Ampère. Il peut décider, j'augmente la résistance. Augmenter la résistance, c'est tirer sur la corde et je rapetisse le trou. Si le bonhomme Ohm rapetisse le trou, bien, M. Ampère va avoir plus de difficultés à passer. Le courant va diminuer. Alors, si on augmente la résistance, moins de courant. À l'inverse,
Si M. Ohm relâche la corde, bien, il y aura moins de restrictions. M. Ampère va passer plus facilement et le courant va augmenter. C'est un peu comme ça que fonctionne la loi d'Ohm. Et la réaction de M. Ohm peut être compensée par celle de M. Volt. Dans le cas qu'on a un courant X et que M. Ohm décide de tirer sur sa corde, au point où est-ce qu'il offre 2 fois plus de restrictions au passage du courant. Mais s'il offre 2 fois plus de restrictions au passage du courant, il va passer 2 fois moins de courant. M. Volt peut compenser. S'il pousse 2 fois plus qu'auparavant, il va redoubler le courant. M. Ampère va passer à la même vitesse qu'il passait auparavant. Fait que si on double la résistance, le courant diminue de moitié, mais on pourrait dire, bien, je vais doubler mon voltage pour obtenir le même courant que j'avais initialement, parce que si je pousse 2 fois plus fort, bien, il y a 2 fois plus d'ampérage qui passe. C'est une relation entre 3 variables. Et ces 3 variables-là sont dans toutes les sphères de l'électricité. À partir du moment qu'il y a du courant, qu'il y a un fil électrique dans un circuit, ça, c'est toujours présent à chaque minute d'un électricien ou même d'un informaticien qui travaille à la construction des ordinateurs de circuits imprimés. C'est toujours omniprésent. On va aller voir un petit montage que j'ai fait justement pour pouvoir travailler et vous expliquer comment on pourrait avoir des applications pratico-pratiques de la loi d'Ohm. On va utiliser ce montage jusqu'à la fin de ma présentation. Ce montage-là simule un peu un circuit dans une maison, ce qu'on appelle une dérivation. Qu'est-ce qu'une dérivation électrique dans une maison? Bien, dans votre sous-sol, vous avez peut-être déjà vu qu'il y a un panneau avec des disjoncteurs. C'est un seul fil qui sort de ce panneau-là qui va alimenter plusieurs choses à la fois. Si on regarde, il est constitué de quoi, mon panneau? Premièrement, notez que tout est branché en parallèle. Dans une maison, les charges, que ce soit un poêle, une lumière, un air climatisé, tout est branché en parallèle. Pourquoi? Parce que toutes ces charges sont destinées à fonctionner sous 120 volts. Alors, chaque charge aura 120 volts d'appliqué à ses bornes. Si on regarde la première ici, alors j'ai une ampoule. C'est une ampoule de 40 watts. Tantôt, on fera des petits calculs avec cette ampoule. J'ai une ampoule de 100 watts. Ici, j'ai une prise de courant dans laquelle je peux venir brancher soit une ampoule plus puissante, soit un grille-pain, soit une bouilloire. Nous, ce qu'on va faire, c'est regarder comment se comporte le courant et le voltage, et éventuellement la puissance, tout en mesurant les ohms dans ce circuit-là. Alors, pour commencer, on pourrait essayer de faire peut-être une prédiction d'un courant avec une charge qui s'approche de la réalité chez vous. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais prendre certaines mesures sur la bouilloire et on va essayer de prédire quel courant va la traverser quand elle sera branchée. On doit retourner au tableau, on va aller faire quelques petits calculs pour prédire cette valeur de courant. Alors, on a notre bouilloire, on a notre loi d'Ohm. Moi, mon objectif, c'est de savoir si je branche cette bouilloire dans une prise de courant, combien de courant va être consommé? Quels seront les ampères? Je connais les volts dans la maison, c'est 120 volts dans chaque prise de courant, y compris dans mon montage, c'est 120 volts, ce n'est pas une inconnue, c'est une valeur connue. Si je veux connaître le courant, qu'est-ce qu'il me manque? Bien, comment se calcule le courant? On prend les volts et on les divise par la résistance. Alors, mon courant est égal à quoi? U divisé par R. Alors, mon courant est égal à 120 volts divisé par une résistance que je ne connais pas, que je vais aller mesurer. Pour pouvoir mesurer la résistance, on a besoin d'un instrument qui s'appelle un ohmmètre. Alors, vous avez l'ohmmètre ici. OK. Pour aller vérifier la résistance de ma bouilloire, je vais aller à la fiche, 120 volts, et je vais installer les sondes de mon instrument de mesure qui vont me donner le nombre d'ohms qu'a la bouilloire. J'avais oublié d'alimenter la bouilloire, de mettre l'interrupteur à on. OK.
Ma bouilloire a une résistance interne de 15,4 ohms. Je suis prêt à revenir à mon calcul de la page précédente. Je connais désormais la valeur de ma résistance. Valeur qui était inconnue tout à l'heure. Alors maintenant, j'ai 15,4 ohms. Alors, je n'ai qu'à utiliser une calculatrice pour effectuer mon opération. 120 volts divisé par 15,4 ohms vont me donner les ampères de ma bouilloire, le courant. 120 divisé par 15,4 me donne 7,8 ampères approximativement. Je vais aller brancher la bouilloire sur mon montage, utiliser un ampèremètre et vérifier si notre calcul correspond à la réalité. Alors, on va brancher notre bouilloire et mesurer, voir le courant s'il correspond à ce que nous a prédit la loi d'Ohm, c'est-à-dire environ 7,8 ampères. Je branche ma bouilloire sur le circuit que je vous ai montré tout à l'heure, un circuit justement où tous les charges sont branchés en parallèle, y compris la prise de courant d'ici. Ça veut dire que tout le monde a 120 volts. Il y aura 120 volts sur la bouilloire. Je branche, j'alimente la bouilloire. La bouilloire est alimentée sous 120 volts. On va aller mesurer le courant avec ma pince ampère métrique. « 7,85 ampères. On avait calculé 7,8. Bon, on est en plein dans le mille. Le résultat correspond à la réalité. La loi d'Ohm fonctionne. Est-ce que ça fonctionne tout le temps? Oui, mais parfois, il peut y avoir des pièges. On va utiliser l'ampoule ici et on va refaire le même exercice, c'est-à-dire aller tenter de prédire le courant qui va la traverser quand elle sera allumée en mesurant tout d'abord sa résistance. Alors, voici notre ampoule. On va faire comme tout à l'heure. Alors, je dois calculer les ohms de mon globe, mesurer les ohms pour pouvoir éventuellement mesurer le courant. Alors, le voltage divisé par la résistance va me donner le courant du globe que je vais pouvoir aller mesurer tout à l'heure avec l'ampère-mètre. Alors, je connais le voltage de mon circuit, 120 volts. Il me faudrait les ohms de mon ampoule, sa résistance. On va la mesurer avec l'ohmmètre. Alors, les pôles de l'ampoule, on se trouve à avoir l'extrémité ici et la douille elle-même. Je dois mettre une sonde sur chacune des extrémités. Et vous pouvez voir que la résistance est d'environ 12,2 ohms. Maintenant, je connais la valeur de ma résistance. 12,2 ohms. 120 volts divisé par 12,2 ohms. La loi d'Ohm me dit que je devrais avoir un courant de 9,8 ampères. On va aller voir si on obtient ce résultat. On a notre ampoule. On va la visser dans la douille. Notre ampoule allume. Je sors mon instrument de mesure. Je vais aller mesurer les ampères. Je m'en viens ici. 0,75 ampères. C'est une erreur qu'on va devoir expliquer parce que c'est massif. Nos calculs nous donnaient 9,8 et j'arrive avec 0,75. La différence, c'est que dans mon ampoule, vous devinerez qu'il fait chaud. Certaines charges ont la propriété suivante, c'est que leur résistance va varier avec la chaleur. Ce n'est pas le cas de la bouilloire, ce n'est pas le cas d'un grille-pain. Par contre, une ampoule, à cause de la façon dont elle est fabriquée, les ohms vont varier à partir du moment qu'on l'alimente et qu'il va faire chaud à l'intérieur de l'ampoule. On va aller voir au tableau, voir comment que ça s'explique, ce phénomène-là. Alors, nos prévisions qu'on a faites à partir de la loi d'Ohm tout à l'heure nous disaient qu'on aurait un courant d'environ 9,8 ampères. Là, on arrive avec un courant qui est pratiquement 15 fois moins élevé.
Alors, c'est dû au fait que la résistance, les ohms de l'ampoule ne sont pas les mêmes lorsqu'elle est froide et lorsqu'elle est chaude. Si on regarde, c'est dû à quoi? Ça dépend des métaux. Les métaux, leur résistance va varier avec leur température. Si on regarde dans la courbe ici, le cuivre, on voit que le cuivre, sa résistance n'est pas trop affectée par les variations de température. Sur l'axe des X, on a la température qui augmente, et sur l'axe des Y, la variation de résistance qui est entraînée. Mais si on regarde, le cuivre ne bouge pas beaucoup. Ici, on a l'aluminium. L'aluminium est un conducteur utilisé en électricité aussi. On voit qu'il est plus affecté par les variations de température. Les ohms vont augmenter à mesure que le conducteur est réchauffé. Ici, c'est pas innocent que j'ai mis le tungstène, W, le tungstène. C'est que dans une ampoule, il y a beaucoup de tungstène parce que le filament atteint une température très, très élevée. On ne veut pas qu'il fonde. On met du tungstène à l'intérieur. Donc, quand j'allume l'ampoule, elle s'allume. Parce qu'elle s'allume, elle réchauffe. Parce qu'elle réchauffe, le tungstène du filament à l'intérieur, sa résistance va augmenter. Ce qui fait qu'au départ, quand j'ai fait mes calculs, moi, l'ampoule était froide, était à la température de la pièce. Oui, j'avais une valeur d'ohm intéressante, mais ce n'était pas la valeur d'ohm que j'allais obtenir quand l'ampoule serait allumée. Ce qui fait que mes calculs m'ont donné une valeur erronée. Ça ne fait pas en soi que la loi d'Ohm ne fonctionne pas, pas du tout. C'est qu'il faut faire attention, tout simplement, quand on fait une prévision de courant, certaines charges, leurs ohms, leur résistance varie avec la température. D'autres pas. Si on regarde, à ma page suivante, les métaux. Là, ici, on vient de parler du tungstène. Le tungstène a une résistance qui augmente sensiblement avec la température. À l'inverse, quels sont les meilleurs conducteurs? Ceux dont la résistance est la plus faible. C'est l'argent qui est le meilleur. Tout le monde, posez cette question à quelqu'un, invariablement, on va vous répondre que c'est l'or. C'est l'argent qui est le meilleur conducteur. Il travaille très bien. Par contre, il y a un défaut, son coût est élevé. Ses avantages, par contre, c'est le meilleur des conducteurs. Le cuivre, il n'y a pas mal que des qualités. C'est pour ça qu'il est utilisé. C'est un très bon conducteur et il est malléable, ce qui fait que quand on en fait un câble ou un conducteur, un fil, il est facile à plier pour être installé. Par contre, il s'oxyde facilement, le cuivre. L'or ne s'oxyde pas. C'est pour ça qu'elle est utilisée dans des applications militaires et des applications aérospatiales. C'est surtout parce qu'il n'y a pas d'oxydation. Le coût est exorbitant, mais remarquez bien que c'est un moins bon conducteur que le cuivre. L'or est un très bon conducteur, mais il ne battra pas le cuivre. Quatrième, l'aluminium, très léger, peu coûteux. Sa résistance, par contre, plus élevée que les trois autres conducteurs, en fait un moins bon conducteur, puis ce qui fait que les fils d'aluminium sont moins utilisés de nos jours. Donc, en certains cas, on ne peut pas se fier à la mesure de la résistance à froid pour prédire le courant d'un appareil. L'ampoule et le moteur est un bon cas aussi. Si j'avais un moteur ici, que j'en mesurerais les ohms, je ne pourrais pas, avec la loi d'Ohm, prédire combien de courant il va le traverser quand il va être alimenté. Par contre, d'autres charges comme les charges qui sont destinées à faire du chauffage dans une maison, ça c'est fiable. Alors, avec un poêle, chaque rond, on pourrait aller mesurer ses ohms, dire il y a tant de volts qui va être dessus et on pourrait prédire le courant puis arriver pile dessus. Même chose pour les plaintes électriques, tout ce qui s'appelle chauffage et le filage lui-même, parce que le filage a des ohms à une certaine longueur. On se ramasse qu'on doit même en tenir compte dans une maison. Allons-y maintenant avec la loi de la puissance, qui est la deuxième loi fondamentale de tout ce qui est électrique. La loi de la puissance, elle, nous dit que la puissance, qui est mesurée en watts, sera égale à U multiplié par I égale au voltage multiplié par le courant. Une des particularités intéressantes et préoccupantes de la puissance, Hydro-Québec, quand il envoie une facture à votre résidence, ce sont des watts qui vous font payer. Alors, pour obtenir ces watts, pour consommer de l'électricité, il doit y avoir des volts et des ampères dans votre circuit. Si je prends l'exemple, je ne sais pas moi, une prise de courant dans laquelle il n'y a rien de branché, elle a 120 volts. Mais il passe 0 ampère à l'intérieur de ma prise de courant, il n'y a rien de branché dessus. Alors, la puissance consommée par ma prise de courant serait combien?
120 volts multiplié par 0 ampère. Il n'y a rien de branché. Bon, ben, ça ne coûtera pas cher. 0 watts. C'est la multiplication des ampères et des volts qui vont vous donner la puissance qui correspond, entre autres choses, à ce que vous allez payer comme facture d'électricité, mais également à l'énergie qui est consommée. Si c'est un moteur va être de plus en plus fort pour faire tourner une charge à mesure que vous augmentez son courant tout en maintenant son voltage. En temps normal, le voltage va être maintenu de façon égale à la même valeur. Alors, j'ai encore un petit triangle, comme tout à l'heure, pour me rappeler qu'il y a 3 formules qui peuvent être dérivées de ceci. La première, celle que je venais d'écrire, que la puissance est égale au voltage multiplié par le courant. Alors, si je veux le savoir, je mets ma main ici. U fois I. Si je veux savoir U est égal à quoi? U est égal à la puissance divisée par le courant. On met notre main ici. U est égal à quoi? P divisé par I. Même chose pour mon courant. Le courant est égal à quoi? P divisé par U. Le courant est égal à P divisé par U. Nos 3 formules de base pour faire nos calculs de puissance. On va passer au montage pour aller voir justement quelques petites applications. On va parler un petit peu de puissance, prendre des mesures de courant. Alors, on va alimenter certaines charges et avec la loi de la puissance, essayer de vérifier justement combien de courants vont circuler dans nos charges. On va regarder également, voir comment se comporte le courant total parce que je vais me mettre à ajouter plusieurs charges simultanément. Alors, si je prends cette première ampoule-ci, c'est une ampoule de 40 watts. À côté ici, j'ai une ampoule de 100 watts. Bien, on va essayer de prédire le courant en utilisant la lampe de la loi de la puissance. Prédire le courant de chacune de ces ampoules-là quand elles seront alimentées. Ma première ampoule, la 40 watts, sa puissance est égale à son voltage fois son courant. On peut donc dire que son courant est égal à la puissance divisée par sa tension. J'ai dit que c'était une 40 watts. 40 watts divisé par 120 volts. Cette ampoule-là devrait tirer un courant approximatif de 40 divisé par 120, 0,33 ampères. Allons-y avec l'autre ampoule, l'ampoule de 100 watts. Alors, le courant est toujours égal à la puissance divisée par le voltage. Cette fois-ci, 100 watts divisé par 120 volts. 100 watts divisé par 120 volts me donne un courant de 0,83 ampères. On alimente nos ampoules. Je prends mon ampèremètre. On va commencer par la plus petite des deux, la 40 watts. Je devrais avoir 0,33 ampères. On va l'éteindre, le réallumer. J'ai 0,29 ampères au lieu de 0,33. C'est bon, on est proche de la réalité, on est proche de ce qu'on a prévu. 0,83 pour l'autre ampoule. Au lieu de 0,83, j'ai 0,75, légèrement inférieur. Puis cette différence-là n'est pas due au fait que la résistance varie avec la température. Vous comprendrez que quand on vous vend une ampoule de 100 watts, le manufacturier a le droit à une légère erreur. Il va mettre l'erreur en sa faveur, puis il va vous en vendre une 95 watts au lieu d'une 100 watts. Peut-être que si on faisait le calcul, on verrait que c'est à ça que ça correspond. Mais, je suis proche de la réalité. 0,75 ici. Et mon 0,3 à l'autre ampoule. Si j'ai 0,3 ici et 0,75 là, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la somme des deux. Moi, ici, j'ai un circuit en parallèle. Alors, le courant qui est ici et ce courant ici viennent s'additionner pour donner notre courant total qu'on aura ici. Mon courant total est de combien? De 1,06, 1,07.
ampères, qui se trouve être la somme des deux courants ici. Moi, mon courant de 1,06 ampères se divise en une partie qui est ici et une partie qui est là. Le courant que j'avais à l'entrée de mon ampoule, si je le remesure une autre fois, c'est un courant de 0,28, 0,29 ampères. J'ai exactement le même courant à la sortie. On ne s'en sort pas. Hein? Les électrons, le courant, c'est quoi? Je vous rappelle, c'est comme les véhicules qui se promenaient sur la route tout à l'heure. Bon, bien, les véhicules qui sont ici, bien, c'est la même quantité de véhicules par minute qui passent à la sortie. Même chose pour ici. Le courant qui est à l'entrée de mon ampoule, qui est environ 0,75 ampères, j'ai le même courant à la sortie, 0,75 ampères. Votre enseignant vous a peut-être parlé de la loi de Kirchhoff. La loi de Kirchhoff nous dit la loi des nœuds. Bon, ben moi ici, j'ai un courant d'environ 0,3 ampères. Ici, j'ai un 0,7 ampères. Ici, il y a encore 0,7. Là, on s'en retourne par là. Et là, hop, j'ai mon 0,3 qui vient s'additionner avec mon 0,7 ampères. Donc, rendu à la sortie ici, j'ai 1 ampère. La loi des nœuds, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser en électricité. Si on regarde la partie ici de mon circuit, j'ai ce qu'on appelle des disjoncteurs. Les disjoncteurs, que ce soit dans une maison, dans un panneau industriel, sont destinés à protéger notre filage contre les erreurs qu'on aurait pu faire dans notre circuit. Si il passe trop de courant, le filage risque de chauffer et même de créer un incendie. Alors donc, on doit faire attention et protéger notre filage en conséquence. Présentement, moi, j'ai un disjoncteur de 2 ampères. Vous vous souvenez, j'ai à peu près 0,3 ampères, 0,7. Il n'y a pas de problème. Le total donne 1 ampère. Mon disjoncteur tient le coup. Si le courant monte en haut de 2 ampères, bien là, le disjoncteur va décider d'enlever l'alimentation. Mais un disjoncteur, c'est comme un enseignant. C'est patient. Si le courant monte en haut de 2 ampères, ça ne sera pas instantané que le disjoncteur va débarquer. Il va donner un certain temps à la charge de se replacer. On va essayer de voir, je vais monter le courant en rajoutant des charges. Présentement, mon courant total qui traverse mon disjoncteur est d'environ 1,05 ampères. Je vais rajouter une charge. J'ai une ampoule ici. Je suis rendu à 1,75 ampères. Le disjoncteur va tenir le coup. Il pourrait tenir le coup, ce courant-là, demain, après-demain, une semaine, un mois, une année. Il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment que je vais dépasser le 1,75, mais plus que je vais le dépasser, moins le disjoncteur sera patient. Dans le sens où est-ce que si je mets 3 ampères, ça prendra quelques secondes, mais si je mets 10 ampères, bien, ça va être 1 seconde maximum peut-être qu'il va attendre. On va l'essayer. Je vais rajouter une charge, le grille-pain. Présentement, j'ai 3 charges qui sont branchées à mon circuit. Cette ampoule-ci, celle-là et celle-ci pour un total de 1,78 ampères. Si, et j'inviterai la caméra à s'approcher de la lecture, alors donc, là, je vais demander au grille-pain d'embarquer une tranche, et là, ça doit être environ 6 ou 7 ampères que ça va tirer de plus. On observe la lecture. J'ai 7 ampères. Mon breaker débarque-t-il? Pas tout de suite, mais après un certain temps, la sécurité est embarquée. Dans les maisons, ce n'est pas des breakers de 2 ampères. C'est des disjoncteurs de 15 ampères qu'on a. Pourquoi? Parce que le filage qui est utilisé dans la maison, filage qui a cet aspect-ci, on juge qu'il est sécuritaire de l'utiliser jusqu'à concurrence de 15 ampères. Mais de façon factuelle, on est comme insécure quand on décide que c'est 15 ampères parce qu'il faut faire passer environ 70 ampères avant qu'ils se mettent à fondre et être vraiment dangereux pour le feu. Ceci dit, c'est normal que les normes fassent en sorte qu'on aille de façon beaucoup plus sécuritaire à 15 ampères où est-ce qu'il ne dégagera aucune chaleur. Fait que je vais déplacer mon filage pour utiliser le breaker de 15 ampères. J'ai déplacé mon filage pour avoir un disjoncteur de 15 ampères qui correspond à la réalité d'une dérivation à l'intérieur d'une maison. Si vous allez fouiller dans le panneau de disjoncteur, vous l'ouvrez. Vous n'êtes pas supposé faire ça, là, mais vous pouvez regarder les disjoncteurs. C'est essentiellement des disjoncteurs qui sont bons pour 15 ampères, qui vont faire en sorte que
le courant ne montera pas en haut de 15 ampères dans vos circuits et ne fera pas fondre votre filage. Tantôt, on va en faire fondre un fil, justement. Alors, on va faire quelques petites prédictions parce qu'il ne faut pas oublier qu'on doit tourner autour de la loi d'Ohm et la loi de la puissance. Ma bouilloire de tout à l'heure. Si on regarde des instruments qui consomment beaucoup d'électricité, il y a toujours des informations à propos de la puissance qu'elles vont consommer. Si je regarde sous la bouilloire, c'est une bouilloire qui consomme 1000 watts. Je vous rappelle que mes ampoules ici, 40 watts, 100 watts, 1000 watts, ça consomme beaucoup plus d'électricité. Laisser cette lampe-là allumée sans arrêt consommerait beaucoup moins d'électricité que laisser celle-ci allumée tout le temps. En fait, ça consommerait 10 fois plus d'électricité. Alors, si on utilise la loi de la puissance pour calculer le courant auquel on s'attend qui devra être tiré pour alimenter notre bouilloire, on sait que c'est une 1000 watts. D'accord? Moi, je veux chercher mon courant. Alors, quand le courant est la valeur inconnue, on fait puissance divisé par voltage pour obtenir la valeur recherchée. Alors, le courant de ma bouilloire devrait être sa puissance divisée par son voltage. C'est une bouilloire de 1000 watts que je divise par 120 volts parce que tout le monde a le même voltage dans la maison. La variable ennuyante dans une maison, c'est le voltage. C'est tout le temps 120 volts, sauf pour certaines charges comme le chauffage, où ça sera 240 volts, le chauffe-eau. Mais essentiellement, dans la maison, tout est 120 volts. Alors, si j'effectue mon calcul, 1000 watts divisé par 120 volts, je m'attends à un courant de 8,3 ampères. Alors, j'alimente ma bouilloire. Je vais mesurer le courant. Alors, le courant consommé par la bouilloire qui est branchée dans la prise de courant est de 7,85 environ. Je m'attendais à 8,3, on est pas mal dans les bons chiffres. Quel est mon courant total? Bien, c'est assez prévisible. J'ai une seule charge qui est branchée. C'est toujours le même 7,85 approximatif. Mais si j'y ajoute cette ampoule-ci, une ampoule de 100 watts tire environ 1 ampère, bien, ça va monter d'environ 1 ampère. Est-ce que mon breaker, mon disjoncteur est sur le point de déclencher? Non! Je suis à 8,6 ampères. On n'a pas de problème, on peut en rajouter. Si je regarde, je vais rajouter l'ampoule ici. Si je voulais savoir quel est le courant total, je peux le mesurer comme je fais ici. Présentement, mes 3 charges qui sont alimentées, c'est-à-dire cette ampoule, celle-ci et la bouilloire, tirent un total de 9,22 ampères. Mais on pourrait aller chercher individuellement la valeur du courant de chacune des charges, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et les additionner, ça donne la même valeur. Le courant se divise dans chacune des branches, dépendant de la puissance consommée par la branche concernée. On va rajouter encore des charges pour voir si notre disjoncteur va tenir le coup. Je rajoute une tranche. Le grille-pain, je ne connais pas sa puissance, mais ça doit être quelque chose comme 7 ou 8 ampères par tranche. Oups, je dois le brancher auparavant. Première tranche, mon courant total. Alors, on va observer ça. Peut-être même... Non, ça va bien. 14,9 ampères. Est-ce que mon disjoncteur va tenir le coup? Moi, je ne suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Même si ça semble très proche de 15 ampères, lui, je vous rappelle qu'il est comme un enseignant. Il est patient, il est capable d'en prendre un petit peu plus que ce pourquoi il a été conçu. Maintenant, si j'en rajoute une autre tranche, là, je suis rendu à 20,25 ampères. Ce disjoncteur-là va déclencher éventuellement. Alors, on va lui laisser les quelques secondes requises. J'ai ma bouilloire et tout. Ça va prendre environ, je ne sais pas moi, 6, 7, 8 secondes.
Alors, tout comme un enseignant, le disjoncteur, c'est une certaine patience, mais après un certain temps, il a dit non, le filage à l'intérieur de la maison commence à chauffer, on excède depuis le 15 ampères depuis trop longtemps, je dois couper le circuit. Ce qu'on va faire, on va regarder un peu ce qui pourrait se passer dans le mur d'une maison s'il n'y avait pas de disjoncteur. Je vais remplacer le disjoncteur lui-même ici par un petit bout de fil dans lequel on va faire passer un courant jusqu'à ce que le fil s'enflamme. Alors, on vient de retirer le disjoncteur du circuit. Notre 120 volts arrive et vous pouvez voir un tout petit filament, vraiment ténu, là. Je peux vous montrer le filage d'une maison et c'est de cette grosseur-ci, le cuivre. On voit que la différence est vraiment impressionnante. On va regarder voir combien de courant on est capable de faire passer dedans avant qu'il s'enflamme et ça va vous donner une idée de pourquoi on a des disjoncteurs dans la maison pour éviter que ça se passe dans nos murs. Alors, je vais tenter d'allumer une ampoule de 100 watts. Le tout petit filament, gros comme un cheveu, est capable de supporter un courant de 0,75 ampères. Augmentons, on ajoute une charge. Je suis rendu à 1 ampère et il supporte toujours. Je mets une autre ampoule. Je suis rendu à 1,75 et il supporte toujours. On est déjà de loin dépassé ce pourquoi il est garanti, mais pourtant, d'un point de vue purement mécanique, il est encore capable de le supporter. Mais présentement, je n'oserais déjà plus lui toucher. D'accord, avec les charges que j'ai disponibles présentement, je vais faire un grand plongeon. Je vais passer de ce que j'avais environ 2 ampères. Je vais mettre ma bouilloire qui tirait 7 ampères. 7,7 ampères dans ce tout petit bout de fil. Le petit bout de fil va définitivement chauffer. Il y a même des chances, sans en être persuadé, qu'on commence à le voir allumer. On va attendre un peu. Pas encore, on va en ajouter. J'allume l'ampoule. Peut-être couper un peu l'éclairage ici pour que vous voyez bien. Ça ne rougit toujours pas. Et on est rendu à 8 ampères. Je vais enlever l'ampoule de 40 watts, mettre une 100 watts à la place. Mon courant vient de monter à 8,3 ampères. Et le tout petit bout de fil tient toujours le coup. On continue. On va rajouter les 2 ampoules également. Je suis rendu à un courant de 8,6 ampères. Je rajoute l'ampoule ici et là, on arrive peut-être à un point de rupture où est-ce que le fil ne pourra pas survivre. Le voilà qui rougit. 10 ampères avant qu'il rougisse. Imaginez-vous que c'est le fil dans une maison, bien là, vous êtes en train de créer un incendie. Et on va rajouter une charge de plus qui va être le champ du signe de notre bout de fil. Et voilà. Ça avait le mérite, le dernier épisode, d'être moins dangereux. C'est plus dangereux quand le fil n'explose pas et qu'il reste rouge dans le mur. Dangereux pour le fil. Alors, c'est pour ça qu'il nous faut un disjoncteur qui protège justement notre fil pour l'empêcher de fondre. Et le fait que le fil finisse par fondre, c'est parce qu'il consomme de la puissance. Sans puissance, il n'y a pas de chaleur. Le fil, s'il consomme de la puissance, c'est qu'il passe du courant dans le fil, on le sait déjà ça, et qu'il y a également des volts à ses bornes. Donc, les disjoncteurs dont on parlait tout à l'heure, c'est des disjoncteurs qui ont cette allure-là dans votre maison. Et chacun de ces disjoncteurs-là va alimenter une partie de votre maison. Ils sont installés comme ci. Alors, vous avez le fil qui s'en va vers une série de prises de courant, et ainsi de suite. Comment c'est divisé dans la maison? De la façon suivante. Alors, on a un schéma, filage typique d'une maison. Alors, ici, on a un disjoncteur de 15 ampères qui vient alimenter quoi? Si on regarde, on a une série de prises de courant dans l'entrée de la maison et le séjour, un peu d'éclairage, de l'éclairage d'une chambre et certaines prises de courant. Vous avez le droit à un maximum sur un disjoncteur de 12 sorties.
Dans le fond, ça correspond à la limite de 15 ampères qu'on essaye de ne pas excéder, toujours dans le but de ne pas mettre le feu dans la maison pour faire chauffer le filage. Chaque disjoncteur a sa série de prises de courant et de lumière ou de sorties différentes. Certaines sorties, comme le lave-vaisselle et le réfrigérateur, sont seules sur leur disjoncteur, non pas parce qu'il va tirer plus que 15 ampères, juste pour, par exemple, le réfrigérateur, on le met seul, parce que si on mettait d'autres choses dessus, il pourrait avoir une prise de courant qui est raccordée avec le réfrigérateur qui ferait en sorte que, on fait débarquer le breaker et à cause d'une prise de courant, on n'aurait plus d'électricité dans le réfrigérateur et on perdrait notre nourriture. Fait que lui, là, à cause c'est de la nourriture, que c'est des biens périssables qui sont à l'intérieur, on se trouve à le mettre seul sur son disjoncteur. Alors, vous avez sûrement déjà tous entendu parler du fait qu'on doit éviter de mettre plusieurs rallonges en série sur un circuit. La loi d'Ohm nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on en met trop de rallonges une derrière l'autre. On va commencer tout simplement par faire le test qui amène un certain problème et après ça, mathématiquement, au tableau, je vais aller vous démontrer pourquoi que le problème va arriver. OK. Moi, mon montage, présentement, il est branché derrière cette rallonge-ci. On peut enlever elle, quand on a besoin. Au lieu d'utiliser une seule rallonge, je vais en utiliser une. 2, 3 et 4 rallonges. Je vais brancher ça et on va aller voir à notre circuit qu'est-ce qui se passe. Alors, on est prêt à expérimenter ce qu'il va avoir comme résultat avec notre série abusive de rallonges qu'on a ici. On a 4 rallonges. Ça va amener des problèmes. Premièrement, j'ai 2 instruments. Tout à l'heure, je ne mesurais toujours que le courant. J'en ai mis un deuxième pour mesurer le voltage qui est à l'entrée de mon circuit. Moi, je sors présentement les 4 rallonges, puis il y a présentement 118,7 volts. On va appeler ça 120 volts. On va l'arrondir. Alors donc, on va alimenter une ampoule, voir. Oh, j'ai baissé un petit peu de voltage. Mon voltage est rendu à 118, pas mal pile, et j'ai 0,27 ampères. On va continuer. Mettons qu'on allumerait une autre ampoule. Mon voltage a baissé à 117. Supposons que je démarre ma bouilloire. Mon voltage est rendu encore à 117. J'ajoute une tranche de pain. J'ai 6 ampères et je suis rendu à seulement 107 volts. Voyez-vous que le voltage diminue. Dans toutes les autres expériences qu'on a faites tout à l'heure, le voltage maintenait toujours sa valeur à 120 volts. Maintenant, à mesure qu'on rajoute des charges dans la maison, je vais rajouter une autre tranche de pain. Mon grille-pain a 2 tranches. Je suis rendu que je tire 11 ampères. Regardez, le voltage est rendu seulement à 99 volts. À mesure que je rajoute des choses, que j'alimente des choses additionnelles, je vais rajouter l'ampoule ici. Je suis rendu à 98 volts. Mon voltage est en train de descendre à mesure que je rajoute des charges dans mon circuit. Comment que s'explique ce phénomène-là? Avec une calculatrice, un crayon et la loi d'Ohm, on va y arriver. Passez au tableau. Alors, on a 5 rallonges qui alimentent notre circuit. Ces rallonges-là sont branchées en série. Alors, si on prend notre ohmmètre, je n'ai vérifié une tout à l'heure, chaque fil de la rallonge a une résistance très faible, mais quand même une résistance de 0,2 ohm. Nous, on en a 5 rallonges dans notre circuit. Il va y avoir combien d'ohms total? Il faut penser à plusieurs choses avant de dire, avant de trouver une réponse. C'est que dans chaque rallonge, si on regarde ici, j'en ai une rallonge. Dans la rallonge elle-même, il y a 2 fils. Un de ces fils-là fait 0,2 ohm, mais l'autre fil également fait 0,2 ohm. Et ainsi de suite pour toutes nos rallonges. Chaque conducteur de la rallonge mesure 0,2 ohm. Un grand total de combien? Ben, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois 0,2 ohm. Tous ces fils-là placés en série nous donnent une résistance de 2 ohms. Maintenant, l'effet de ces rallonges-là qui sont mises en série avant d'être rendues à notre panneau de breaker qui va faire qu'il va y avoir des problèmes un jour à cause des rallonges,
Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, ici, il y a effectivement 120 volts. Et là, vous mettez une ampoule ici. Parce qu'il y a de la résistance dans nos fils, vous allez vous trouver à perdre du voltage. Supposons que votre ampoule ici, c'est une ampoule de 120 watts. Quel est son courant? Le courant d'une ampoule de 120 watts, c'est sa puissance divisée par son voltage. 120 watts divisé par 120 volts, ça me donne 1 ampère. Je sais qu'il circule 1 ampère dans ma rallonge. Et le même 1 ampère doit revenir. Ce 1 ampère-là, il traverse une résistance à l'intérieur de la rallonge qui fait combien? 2 ohms qu'on a dit tout à l'heure. Je vais perdre combien de volts à cause de ma rallonge? Le voltage perdu dans ma rallonge est égal à quoi? Le voltage, c'est U, qui est égal à la résistance fois le courant. Votre voltage sera donc égal à 2 ohms multiplié par 1 ampère, ce qui me donne 2 volts. Vous allez perdre 2 volts. Ça ne sera pas grave. La situation qu'on a ici n'est pas trop grave. Vous branchez vos 5 rallonges dans une prise de 120 volts. Votre ampoule, elle a seulement 118 volts. Allons-y avec un autre exemple. Advenant le cas qu'au lieu de mettre une ampoule, je vais mettre ma bouilloire. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai toujours 120 volts ici. Maintenant, avec l'ampoule, je sais que j'avais 118 volts. Avec la bouilloire, j'aurais combien? Alors, une bouilloire, advenant le cas qu'on laisse notre ampoule et qu'on y ajoute la bouilloire dans la prise de courant. Les deux ensemble, advenant le cas que ça tirerait 10 ampères. Alors, si on a 10 ampères qui traversent toutes nos rallonges, on a 10 ampères qui entrent dans nos charges et 10 ampères qui en sortent. Ce 10 ampères-là se trouve à traverser une résistance de combien? Nos rallonges, toutes mises en série, c'est 2 ohms. Le voltage perdu sur la rallonge est égal à quoi? À la résistance fois le courant. C'est égal à 2 ohms multiplié par 10 ampères. Je viens de perdre 20 volts. À mesure que je vais tirer de plus en plus de courant, le voltage qui est disponible pour les charges que je branche, dans le cas ici, c'est un globe et une bouilloire, mais ça peut être un poêle, ça peut être un élément chauffant, ça peut être votre système de son. Le voltage va diminuer et il y a plusieurs charges qu'elles veulent 120 volts pour fonctionner. Elles ne fonctionneront pas à 100 volts. C'est pour ça qu'on ne doit pas mettre trop de rallonge. Surtout avec les outils à main comme des perceuses, elles n'aiment pas avoir moins de voltage. Même que ce phénomène-là, on va terminer avec ça, on va pouvoir le voir sur le montage, voir que plus que je demande de courant à mes abusives 5 rallonges, plus que je perds de voltage sur la rallonge et que ça affecte le rendement de ce que j'ai à l'autre bout, on va voir que l'intensité de l'ampoule diminue à mesure que je démarre des charges sur nos rallonges. Alors, on a toujours nos 5 rallonges. Présentement, j'ai 118 volts. Ça devrait bien fonctionner. J'allume une ampoule. J'en allume une deuxième. Je vais réinitialiser mon ampère-mètre. Présentement, je tire un courant de 1 ampère. Mon voltage est descendu à 117 volts. Plus que je demande de courant dans mon circuit, bien plus que je vais perdre de voltage sur mes rallonges qui sont à l'autre bout. Alors, si je démarre ceci, je suis rendu à presque 7 ampères, j'ai plus rien que 107 volts. Observez l'intensité des lumières à mesure que je rajoute des charges dans le circuit. Je rajoute une autre tranche dans mon grille-pain. Avez-vous vu que les lumières descendent? Les lumières ont descendu. Pourquoi? J'ai monté mon courant à 11 ampères, ce qui fait que mes rallonges ramassent plus de voltage sur leur petit 0,2 ohm qu'on a calculé tout à l'heure. Et vous ramassez qu'il ne reste plus que 100 volts à notre circuit, 99 volts. Est-ce que je peux encore en démarrer? Oui, je pourrais même mettre ma bouilloire. Alors, on rajoute la bouilloire. On a vu que l'intensité des ampoules a descendu. On a déjà entendu parler de ça, justement, dans les vieilles maisons où est-ce que chez grand-maman, l'éclairage baisse parfois. C'est dû à quoi? C'est parce que votre voltage à l'entrée diminue à mesure que vous tirez une charge. Présentement, il y a 90 volts à l'entrée de la maison, ce qui est trop. Le voltage vient de remonter à 97 volts. Pourquoi? Parce que ma rôtie vient de sortir du grille-pain. Avez-vous remarqué que le voltage, en montant, fait augmenter l'intensité de la lumière? Même chose, je débranche mon grille-pain au complet, on voit que l'intensité change.
Pourquoi que l'intensité change? À mesure qu'on tire de plus en plus de courant dans notre circuit, il se perd du voltage sur nos rallonges parce que les rallonges ont des ohms. Puis que la loi d'Ohm nous dit que si on fait passer du courant dans les rallonges, bien, les ohms vont faire en sorte que le voltage va diminuer pour ce qui est disponible dans le restant du circuit. Fait qu'en bref, c'était une petite tournée de nos deux lois principales en électricité qui régissent à peu près tout ce qui se passe, les lois d'Ohm et les lois de la puissance. Alors, je vous remercie de votre attention. Ça fait le tour de la loi d'Ohm et de la loi de la puissance. J'espère que ces informations-là vont réussir à donner un sens aux apprentissages que vous avez à faire avec ces deux lois, les deux lois qui nous suivent jusqu'à notre retraite en électricité. C'est des lois qui sont utilisées dans toutes les sphères de la physique également, des lois qui sont bien importantes, mais qui parfois, avec un manque de contexte, sont peut-être difficiles à saisir quand on fait nos cours de sciences au secondaire. J'espère que ma démonstration aura su justement rendre ça plus simple et surtout plus pratico-pratique par rapport aux liens que ça a dans la vie courante. Merci à vous!